福井県の皆さん、こんにちは。僕たち充電戦隊キョウイジャーです。皆さん、映画館に見に来てね。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu, Jordan? Ben, remis un peu du Weekend of Horror. T'as un joli t-shirt, hein, ouais, avec Godzilla encore. Je t'en ai pas remis en fait. Hein. J'ai un peu pas remis du truc. Non, mais il faut aller de l'avant, la nostalgie, ça marche ça reste sur moi. Tu vois, voilà. Le souvenir. Donc, ça tombe bien que tu dises qu'on va aller de l'avant, puisque ce mois-ci, pour fêter un peu Noël et la fin de 2014. Quelque chose de familial. Voilà, on va vous parler Sentai et on va vous parler donc de Kyoryuger, l'avant-dernier Sentai en date, donc la 3e incarnation des dinosaures à l'écran. Maintenant que tout est complet, on peut en parler. Voilà. Donc on va vous parler de la série et des films, puisque comme chaque année, il y a des films qui sortent en relation avec la série. Mais c'est surtout une émission qui va être en 2 temps, puisqu'on a eu un DVD du film Travelers qui est sorti en octobre dernier. Le film de Koichi Sakamoto. Donc la première partie de l'émission sera sur Kyoryuger, et en deuxième partie, on mélangera le Dikotoku et la Tokucave, puisqu'on vous parlera du film et du réalisateur, puisque c'est quand même une figure importante du tokusatsu. L'un des leaders. Mais avant de lancer le focus, on avait quand même petit hommage à faire, parce qu'on a pensé que c'était quand même important d'en parler. Donc, on ne pouvait pas ne pas en parler, on voulait vous parler de Koichi Kawakita, qui était l'un des derniers grands maîtres des effets spéciaux de la Toho. Voilà, le superviseur des effets spéciaux sur la série des Godzilla depuis 1989 jusqu'à 1995. C'est lui qui a géré presque toute l'ère SCI des Godzilla. Et en fait, il nous a quittés le 5 décembre. Il est mort à 72 ans. Voilà, d'une insuffisance hépatique, malheureusement. Ça a été un choc parce qu'on ne l'a pas vu venir. Ouais. Et en fait, c'était un très très grand monsieur, puisqu'il a un petit peu renouvelé l'image de Godzilla pour les années 90. Il a remodelé un peu la créature pour la rendre beaucoup plus féline, j'ai envie de dire beaucoup plus animale. Et en même temps, il a restitué le côté animalier de Godzilla. Tout à fait. C'est lui qui a ramené plein de monstres classiques comme Mechagodzilla, Mothra ou King Ghidorah, mais il en a créé de nouveaux, des personnages comme Biolante ou des personnages comme Destroya, qui sont des personnages très impressionnants. Créatures magnifiques, des designs absolument spectaculaires, qu'il a créé donc avec son équipe, mais il a fait plein d'autres films. Mais il n'avait pas travaillé que sur les Godzilla. Au début de sa carrière, il avait notamment travaillé sur Zone Fighter, sur Ultraman 80, qui était diffusé chez nous. Voilà, et il avait travaillé sur Grand Caesar, le tokusatsu de la Toho. Oui, qu'il avait produit lui-même. Donc voilà, un grand monsieur qui nous a quittés, je pense, trop tôt. On y reviendra un jour, sûrement dans le détail. On en reviendra, on espère faire une grosse émission hommage à lui. Au début, on se posait la question, est-ce qu'on allait faire l'émission sur Kyoryuger ou finalement basculer sur une émission hommage? Bon, finalement, on a coupé la poire en deux, on va dire, et voilà, c'était un peu l'occasion quand même de vous en parler parce qu'on pensait que c'était quand même important. Voilà. Donc voilà, maintenant on lance le focus sur Kyoryuger. C'est parti. Alors on va vous parler de Kyoryuger, mais d'abord Jordan, une petite leçon d'histoire. Voilà, donc replaçons les choses dans leur contexte. Quand Gokaiger est sorti, l'idée de la Toei en fait était de conclure la saga Sentai, en fait la franchise Sentai. Encore, bon. C'est pour ça que Gokaiger avait cet aspect anniversaire qui avait... c'est un peu le dernier grand Sentai de l'heure actuelle. Hein. Et c'est pour ça qu'on a eu Go Buster qui rompait totalement la tradition. Je veux dire, on avait des tenues en cuir, on avait des personnages qui n'avaient pas du tout la même allure. Un concept complètement nouveau. Voilà, c'était très différent. Le problème, c'est que ça s'est totalement planté.
principalement au niveau des jouets. Apparemment, c'est tellement un plantage que même Bandai a dit à Saban de ne pas l'adapter aux États-Unis. Donc c'est pour dire un peu apparemment le problème que ça a posé. Et du coup, ils ont fait Kyoryuger, donc ils sont revenus à la base des dinosaures, après Zeo Ranger et Abba Ranger. Donc c'est quand même la 3e incarnation des dinosaures, pour essayer de reconquérir un peu le public. Et la première chose qui frappe quand on voit la série, c'est que c'est clairement une série, au début, liée au merchandising. Oui, voilà. oui. Même si la série devient intéressante par la suite, on sent quand même que la volonté principale, c'est de vendre des jouets, revendre des jouets et vendre encore plus de jouets. Et à tous les niveaux. Voilà. Il faut que tout soit marketable, on va dire. Il y a un détail, c'est le robot. Je veux dire, les séquences de transformation des robots font plus penser à des pubs pour Bandai qu'autre chose. Je veux dire, donc c'est dire un peu le postulat de base. Mais ça, de toute manière, plus les séries de Sentai avancent, c'est, on va dire, plus la barrière qui sépare les jouets de l'esthétique de la série. Elle est fine en fait, même si l'objectif c'est quand même depuis le début de promouvoir des jouets, depuis la création du Sentai. Même quand tu vois des séries comme Denjiman, tu vois les méchants en train de faire des plans avec les jouets Bandai plein écran, tu vois. Mais parlons un peu de la série maintenant. Alors moi j'avoue que quand j'ai abordé Kyoryuger, je me suis dit est-ce que ça va vraiment être innovant? Est-ce qu'ils vont vraiment faire quelque chose de bien en transcendant justement la dimension purement mercantile? Et j'ai pris un pied dans cette série. Cette série, elle est géniale parce que c'est du fun du début jusqu'à la fin. Tu ne t'ennuies jamais dans Kyoryuger. Pourquoi? Parce que la base scénaristique, elle est quand même solide. Bon, c'est une base qui avait déjà plus ou moins dans Zeo Ranger. C'est toujours les dinosaures sont les animaux mythologiques. On va regrouper ces guerriers parce qu'ils sont censés un peu incarner aussi l'esprit des dinosaures. Non, ce qui m'a plu, c'est que dans cette série, tous les 5 épisodes, il y a un truc qui se passe, il y a un truc nouveau. Et soit il y a un nouveau perso qui arrive, soit il y a un nouveau robot, soit il y a un nouveau... Enfin, ça va très vite. Ça va très vite, et surtout en termes d'écriture, il y a carrément des cliffhangers à chaque épisode. Il y a carrément des MacGuffin et des... il y a énormément de choses. Oui, il y a des quêtes avec des objets. Qui sont mises en avant au fur et à mesure. C'est une série vraiment très très bien écrite. Oui, je trouvais que c'était vraiment dans le sens où ils essaient pas de faire un truc trop sombre, parce que bon, le Sentai, il faut que ça reste maintenant 100% pour les enfants, parce que c'est des séries pour les enfants maintenant, fondamentalement. Non, ça reste toujours sur le côté humour et émotion. Et du coup, ça marche vraiment très bien. Mais il y a de l'ampleur au fur et à mesure. Il y a de l'ampleur, voilà. Moi, ce qui m'a plu dans la série, déjà, c'est le fait que c'est pas une série qui reste cantonnée au Japon. Par exemple, vous avez ce personnage de guerrier mortel, donc Ramirez, qui est clairement qui est un occidental. Qui est clairement un conquistador. Voilà. Non, c'est pas un hommage à Highlander avec le Ramirez, le guerrier mortel, tout ça. Voilà, une espèce de mec qui est là depuis des centaines de millions d'années. Voilà, le fait que les robots aussi se transforment en différentes versions. Je pense à la version kung-fu, la version macho, la version cowboy et tout ça. Enfin, Kyoryu Western, je crois qu'il s'appelle, je sais plus, j'ai oublié le nom. Oui, il y a une version western. Mais ça montre que la série est assez ouverte, le fait qu'on dit... Il y a des épisodes qui se passent en Angleterre. Ouais, les épisodes qui se passent en Angleterre, le fait que Daigo... D'ailleurs, il y a même un épisode où les Kyoryuger sont obligés de partir de par le monde pour combattre la menace. C'est ça. Et ça, c'est quasiment jamais vu avant, quoi. Là, voilà, on a vraiment une attaque mondiale, pour le coup. Bien sûr. Oui, c'est bien justement de montrer que le monde est aussi atteint par cette série. J'étais un peu sceptique parce que moi maintenant j'arrive à un âge où les acteurs qui jouent dans les Sentai sont beaucoup plus jeunes que moi et je me disais est-ce que je vais m'identifier à ces personnes-là? Et bien curieusement je les ai trouvés quand même bien sympathiques ces petits genoux là parce que surtout ils ont un arc, ils ont tous un arc. Justement la Pink elle est très intéressante parce que elle m'a fait un peu penser à l'héroïne de Jetman, la White, la Swan là, sauf que c'est une gosse de riche mais elle n'a pas envie d'être une gosse de riche en fait. Non, mais chacun est intéressant. Il y a le Black qui est un aventurier, qui a une relation avec un méchant, un des méchants. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux et du coup, il essaye de prendre sa revanche. Le Rouge qui est le vrai leader. Voilà, c'est le mec un peu enjoué, mais qui a sa place en tant que non, leader. Non, mais il y a des choses. Le Vert, c'est le petit jeune
qui est un peu torturé quand même. Un peu trop jeune pour réellement faire partie de l'équipe, mais qui au final arrive à être un personnage très important sur la fin, je veux dire, notamment vis-à-vis d'un autre personnage qui lui offre certains dons, etc. Ils ont tous plus ou moins quelque chose qui leur fait écho. Le bleu aussi, qui est censé avoir qui est censé faire des vannes tout le temps pour bien aussi planquer, qui est un Kyoryuger. Mais c'est des personnages qui sont assez attachants en fait. Franchement, moi je m'y attendais pas. Utsusemi Maru, le Kyoryu Gold, je trouve que c'est un personnage qui est génial parce qu'il fait penser justement au personnage de The Ranger, c'est-à-dire c'est le guerrier immortel qu'on ramène aujourd'hui. Et je trouvais que par rapport à The Ranger, ils exploitaient un petit peu mieux l'idée du mec qui revient dans notre époque et qui essaie de s'intégrer. Mais il est surtout plus crédible. Ça, c'est intéressant. Et je trouve que c'est un personnage qui est vraiment, vraiment très intéressant. Il est fondamentalement positif parce que c'est un samouraï. Donc du coup, il est très très fidèle, il est très loyal à cette équipe. Du coup, tu ne crois jamais que le mec pourrait te faire une crasse ou qu'il pourrait te trahir. Et je pense que c'est aussi bien d'avoir ce type de personnage-là. Moi, ça m'a touché de voir ce personnage-là à fond dans ses convictions, à fond dans la loyauté. Et le rapport qu'il a donc avec Dogold, le méchant, qui est un super méchant. Autant je trouve que les deux boss ne sont pas des très bons méchants en soi, mais je trouve que lui, Dogold, donc le fameux lieutenant qui s'incarne en fait dans le corps des gens. C'est une armure en fait. Oui, en fait, c'est une espèce de body snatcher de façon armure en fait. Et c'est un personnage très intéressant parce que la relation qu'il a avec Utsusemi Maru, c'est une relation qui n'est pas du tout manichéenne. Non. Ils se connaissent tous les deux à fond parce que ils ont cohabité le même corps. C'est quand même super intéressant. Et c'est pour ça qu'à la fin, même s'ils sont ennemis, ils arrivent à finir en symbiose pour combattre un ennemi commun. Parce que sans vouloir s'entretuer. C'est un combat d'honneur en fait. Voilà. C'est de guerrier à guerrier. C'est deux alter ego qui se battent. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi avec cette série, c'est que vers la fin, quand on aborde les 5 derniers épisodes, la dimension manichéenne de la série, elle s'évapore totalement. Totalement. Les personnages font des trucs qu'ils ne devraient pas faire, les méchants prennent de plus en plus de nuances, et je me suis dit, ouais, c'est cool. C'est là où tu disais que l'écriture, elle est quand même assez bien faite, et franchement, très très bonne surprise. Est-ce qu'on parle un peu des films ? Eh ben oui, on va parler des films. Alors dans quel ordre on le fait ? On parle déjà de Gabouin Show musique, je pense. Oui, qui était le film cinéma de 30 minutes. Que moi je trouve sympa mais pas totalement abouti, on va dire. Ben, le problème c'est que c'est 30 minutes. Et le problème c'est qu'il y a un personnage qui est très intéressant. Oui, le Death Ryuger. Le Death Ryuger. Le problème c'est que en 30 minutes, qu'est-ce qu'on veut faire ? Introduire un nouveau perso et à le rendre intéressant. C'est ça. Surtout qu'il est... Enfin moi je l'ai trouvé beau à la fin en fait, quand ça devient un hybride. Quand il a ce look, ce corps de Kyoryuger et cette tête totalement difforme. De monstre. Ouais. Et le problème c'est que, il n'a pas d'origine, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fait. Oui, c'est un personnage qui aurait mérité. C'est un monstre. Il aurait mérité son arc dans la série en fait. Kyoryu? Daigo, Kyoryu no sentai tachi ga aburai. Mina! 歴代恐竜戦隊が大集合するド派手な映画がやってくるぜ。行くぞ。次々と襲ってくる歴代恐竜戦士。大きな闇の力の前に恐竜戦隊絶滅の危機が迫る。俺たちは恐竜ハンターだ。恐竜を全滅させてやる。宇宙大恐竜か。宇宙大恐竜。行くぜ先輩たち。恐竜パワー全開だ。ガブラー。相棒の力を信じろ。俺もゴーバスターズを信じるぜ。全恐竜戦隊とゴーバスターズが大スクリーンで夢の共演。荒れるぜ。10連戦隊恐竜ジャー対ゴーバスターズ恐竜大決戦。Comme chaque année, vous le savez, les Sentai de la saison précédente rencontrent les Sentai de la saison en cours. Et cette fois-ci, on avait quand même eu un très très bon
crossover. Puisqu'on avait eu également aussi voilà, on avait eu tout de The Ranger et de Abba Ranger. Tous les dinosaures. Non, il y a un truc qui prend pas trop. Déjà, on peut pas mettre ces trois univers-là ensemble puisque c'est des visions de la préhistoire différentes. Bah, le problème, c'est que... L'histoire des dinosaures de The Ranger, celle de Abba Ranger et de Kyoryuger sont... C'est très bien réalisé parce que c'est Kiyoshi Sakamoto. Toujours lui. Et je veux dire, c'est pas pour rien qu'on vous parle de Travelers juste après. Mais au niveau scénar, il y a des gros problèmes. Et au niveau effets spéciaux, je veux dire... Les trucs qui vont pas. Hein. Le monstre à la fin, l'espèce de gros dinosaure façon chien dégueulasse, rose et vert, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Si on parlait du film 100 ans après. Alors, par contre, le film 100 ans après, moi j'aime beaucoup. Alors, parce qu'ils ont fait un autre film pour un peu terminer la franchise, où on voit les ancêtres, les descendants des Kyoryuger. On reprend l'histoire en fait 100 ans après, avec les mêmes acteurs, et on voit l'équipe des Kyoryuger par les jeunes 100 ans après en fait. Moi j'aime beaucoup parce qu'on a les acteurs de Kyoryuger, mais qui du coup jouent un tout autre rôle. C'est principalement les opposés. Par exemple, vous imaginez le Kyoryu-Gold qui se la pète façon chanteur de J-Rock et tout. Le rouge qui est totalement... Qui est tout prostré sur lui-même. C'est vachement intéressant, quoi. Oui, ce qui est vachement cool. Ce qui est marrant, c'est le jeu sur les couleurs aussi. Voilà. Le fait que les méchants se foutent la gueule de leurs couleurs. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand vous regardez les couleurs au début, c'est assez terne. Il y a du bleu, il y a du gris. Et même les méchants se foutent de leur gueule. Ouais. Et c'est vraiment après où en fait ils vont apprendre qui ils sont et où ils vont vraiment avoir les couleurs. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et je trouve que c'est une belle conclusion pour le coup à l'univers. Et c'est peut-être le seul film qui, je trouve, est à la hauteur de la série. De tout le parcours émotionnel qu'on voit dans cette série est bien terminé avec ce petit bonus. Moi, en guise de conclusion, je dirais juste que j'aime beaucoup cette série parce que l'univers m'a vraiment plu et j'aime le fait qu'ils aient gardé toujours ce rapport toujours mystique aux dinosaures, ce rapport mythologique qui est poussé encore plus loin ici parce qu'il y a une séquence où les dinosaures parlent avec les jeunes héros, les Kyoryuger. Et je trouve que c'est génial que les Japonais conservent toujours ce rapport teinté de magie, de mysticisme avec les dinosaures qu'ils n'ont pas avec les kaiju, vu que les kaiju sont au résultat des erreurs du XXe siècle. Mais je trouve ça génial qu'à la fois ils gardent ce côté magique tout en mettant à jour l'image des dinosaures. Parce qu'ils ont, quand vous voyez les dinosaures de Kyoryuger, ils sont assez fidèles à ce que les paléontologues disent sur les dinosaures maintenant. Les T-Rex ont des poils, ce genre de trucs. Et c'est le côté très animiste, très shinto, qu'on retrouve encore ici, et je suis content qu'ils aient gardé cette thématique-là dans une série pour enfants. Voilà. L'univers de Kyoryuger n'est pas totalement terminé, puisque le 17 janvier prochain, nous aurons droit à un nouveau crossover. Donc cette fois-ci, les Kyoryuger rencontrent les Tokyuger, donc le Sentai actuel. Là, le trailer vient de sortir, donc on se laisse là-dessus, et on vous parle de Travelers dans la Tokukave. C'est parti. 特急車の前に突然現れた恐竜じゃ下がってなここは私たちに任せて恐竜じゃどうしよう大惨事が地上に降りてきたのは悪の創造主デビウスだ完全覚醒するまであと1日地球を守るためのタイムリミットはあと1日だったら俺たちも協力する今こそブレイブとイマジネーション力を合わせる時しかしまずいことになったな子供に戻っちゃってるこれが俺たちの本当の姿なんだ特急チェンジ頑張れ子供特急じゃ時間がありません二大
ヒーロー夢の共演荒れるぜパーチ進行列車戦隊特急ジャー対恐竜ジャーザ・ムービー遠足に保護者必要だろじゃあ保護者席にでも座っててよAlors Jordan m'a passé ce film en DVD, parce que je savais même pas que c'était sorti en France. Moi non plus, je savais pas, je suis tombé là-dessus à la Fnac un jour. Donc en fait, Travelers, réalisé toujours par Koichi Sakamoto, disons, c'est l'homme du jour. C'est un film de... Vous vous souvenez de Sliders, cette série avec les mondes parallèles? Eh ben, voilà, c'est une espèce de Sliders, mais avec des flics qui enquêtent dans les différents mondes parallèles. En fait, donc on suit un duo de fliquettes qui doivent arrêter des terroristes qui sabotent les mondes parallèles les uns avec les autres. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris, parce que franchement, pour vous pitcher ce film en étant à jeun, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a une espèce de cerveau qui pilote tous les mondes parallèles, enfin qui contrôle tous les mondes parallèles, si j'ai bien compris. Et en fait, il y a une histoire. Enfin, les filles doivent à la fois arrêter les terroristes dans les mondes parallèles, mais on sent qu'il y a une manipulation des hautes sphères. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce film. Peut-être que Jordan a mieux compris que moi, je ne sais pas. Non, moi c'est plus sur l'aspect technique moi, que j'ai des choses à dire. Donc, bon, bah écoutez... T'as dit tout ce qu'il y avait à dire. Voilà. C'est un film complètement schizophrène. D'un coup, on sent que Sakamoto veut faire la grande œuvre de SF, le film à tiroir, le scénario super complexe, où on va juxtaposer différents niveaux de récit, l'espèce de Inception japonais dans les mondes parallèles. Et de l'autre, c'est un film avec des jeunes filles en cuir, où il prend le moindre prétexte pour montrer leur joli, j'ai envie de dire, décolleté. Il y a une scène de douche qui dure 5 minutes dans le film, où la fille, elle s'allonge dans son lit, tout humide, bien sûr. Donc je pense que... Les cadrages sont très bien. Les cadrages sont magnifiques. Si vous voulez savoir comment filmer la peau d'une jeune fille, faire une scène, j'ai envie de dire, sensitive, sans montrer, on va dire, les zones un petit peu touchy, c'est un manuel pour filmer la jeune idole japonaise et lui faire décupler toute sa sensualité. Voilà, c'est comme ça que je pourrais décrire Travelers. Parce que ce film dure 1h15. Et je pense qu'on doit passer au moins 5 à 10 bonnes minutes sur les jolies formes de la demoiselle. Travelers, c'est uniquement un film avec un casting de Sentai. C'est ça. Avec un casting de Toku, tout du moins. Il y a Nao Nagasawa, qui joue donc Hurricane Blue, qui joue ici le rôle principal. Il y a Ayumi Kinoshita, qui joue sa collaboratrice, qui joue notamment... son équipière. Qui est une fin gourmet, elle n'arrête pas de bouffer. Qui est notamment connue pour son rôle de Deka Yellow, dans Deka Ranger. Donc il y a Yuko Takayama aussi de Kamen Rider Wizard, et il y a Keiji Ebizawa. Qui est notamment connu pour son rôle de Gohan Black, donc dans Go Ranger. Un bon petit casting quand même. Pour moi, c'est plus un film sur comment Sakamoto fait ses films. Est-ce que c'est son manifeste? Je sais pas si on peut dire manifeste, parce que les effets spéciaux sont quand même à chier. Quand même. Les effets spéciaux sont assez merdiques. Il y a un robot dans le film. Je me demande pourquoi ils n'ont pas fait le robot en main in suite, quoi, plutôt que de faire un robot en CGI. Non, mais c'est surtout que il y a tout dedans. Il y a tout. Sakamoto, on sait que c'est quelqu'un qui aime bien filmer les jeunes filles avec des mini-jupes, qui aime bien les filmer de manière sexy. Il aime bien débuler ses plans de combat, qui sont d'ailleurs très lisibles. Oui, les scènes de combat sont nickel. Il y a énormément de choses. Le coordinateur cascade de ce film, en fait, c'est un de ses plus fidèles collaborateurs, puisqu'il s'agit de Akihiro Noguchi. Donc, son comparse devant l'éternel. Voilà, c'est son comparse, donc c'est un membre de sa société de cascade. Noguchi, c'est un mec qui a fait que du Power Rangers. Il a été notamment régleur cascade et réalisateur de seconde équipe. Maintenant, il est passé réalisateur depuis Samurai, en fait. D'accord. Voilà. Donc sur Samurai, sur Megaforce, il réalise des épisodes où il est réalisateur de seconde équipe. Donc là, il retrouve... Arrêtez de faire la gueule, c'est la réalité. C'est tout. C'est factuel. On ne dit pas, c'est génial. On dit juste, c'est factuel. Le mec a bossé là-dessus. Là, il retrouve Sakamoto. Avec qui... Au Japon.
avec qui il avait collaboré déjà sur Mega Monster Battle, Ultra Galaxy Legend. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Il y a des choses qui me rappelaient justement ce fight de Mega Monster Battle sur dans la galaxie, sur la nébuleuse N78 où tu vois tous ces Ultraman qui se fight contre le Ultraman Belial. Je me suis dit waouh, on retrouve ces angles complètement débulés mais qui restent parfaitement lisibles. Comme quoi les mecs à Hollywood, ils en branlent pas une quand ils filment des scènes d'action. C'est dingue. J'ai l'impression que ça anticipe un peu son travail sur les Uchukeiji. Oui, tout à fait. Parce qu'on retrouve exactement le même type de réal. Sauf que sur les Uchukeiji, tu es parachuté dans un univers que tu connais déjà. Oui. Alors que dans Travelers, ils te propulsent directement dans l'action et tu te dis, mais où je suis? Est-ce que je suis à la fin d'une série? Il te laisse, c'est vrai que c'est assez tu n'as aucune porte d'entrée. Tu n'as aucune porte d'entrée dans cet univers. On te dit, bon, c'est pas grave, on est dans un Japon alternatif où il parle chinois. C'est à voir au moins une fois. C'est une curiosité. C'est pas du tout le chef-d'œuvre de Sakamoto. C'est pas son film qui représente tout ce qu'il est. Non, mais c'est un film qui synthétise ses gimmicks. Je le trouve plus efficace, Sakamoto, dans les super-héros, dans des histoires simple, sans trop de high concept. Là, on sent que c'est un scénario qui est un petit peu trop copieux pour lui en termes de concept et qu'il ne peut pas à la fois faire des super scènes de combat et gérer ce scénario. Je pense que c'est le problème. Et que le film fait 1h15 pourtant. Quoi qu'il en soit, c'est sorti chez Film Media, c'est distribué par Zillow depuis le 21 octobre. Donc voilà, c'est disponible en DVD, en Blu-ray. Donc voilà, vous pouvez éventuellement vous le procurer si ça vous intéresse. Voilà. C'est à la vente. Donc maintenant, on lance le Dikotoku sur Monsieur Sakamoto. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Sakamoto? Alors, c'est un cas assez particulier quand même dans l'histoire de Tokusatsu. On peut dire, par contre, actuellement, c'est peut-être lui le taulier, à la Toei, pardon. Le taulier de la Toei, pardon. C'est vraiment le mec le plus prolifique. Bon, je ne vais pas comparer à Keita Amemiya parce qu'Amemiya, il a un niveau au-dessus, parce que maintenant, il gère son œuvre, Keita Amemiya, mais c'est vrai que Sakamoto, c'est le mec qui a touché à tout. Alors, il touche à tout et il touchera à tout. Déjà, avant de le présenter, la question que j'ai envie de te poser, histoire de briser tout ça, est-ce qu'on, d'après toi, on peut considérer Sakamoto comme un auteur? Est-ce que c'est un auteur? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a clairement une personnalité, en tout cas technique, dans le genre. En général, quand tu vois ses films, tu reconnais que c'est lui. Peut-être moins dans les épisodes, mais en tout cas dans les films. Dans les films, tu vois clairement que, peut-être parce qu'il y a plus de budget, qu'il est plus libre en termes de mouvement de caméra, en termes d'action, en termes de violence. Et je pense qu'il se distingue clairement des autres. Quand vous comparez par exemple à son aîné, Osamu Kaneda, qui a fait le Taizen Z ou le Uchukeiji Gavan The Movie, on voit clairement que le mec il a une réal beaucoup plus pépère, et que Sakamoto, il cherche toujours l'efficacité, l'aspect fondamentalement viscéral. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un mec qui, dès le début, a réussi à s'exporter, parce qu'il a fait quelque chose de très efficace. C'est quand même le mec qui a transformé en partie Mega Ranger en Power Rangers in Space. En partie. Je sais, on en revient là-dessus, mais... On va quand même revenir sur sa carrière un peu plus chronologiquement, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Donc déjà, il est né en 1970 au Japon. C'est un grand fan de Jackie Chan et des Super Sentai. C'est surtout ça qui l'a motivé un peu à devenir cascadeur. Tout le monde devrait être fan de Jackie Chan, de toute manière. Si tu es normalement constitué, tu devrais être fan de Jackie. Par contre, lui, il est intéressant parce qu'en 89, il part aux États-Unis, il va y apprendre l'anglais, chose qui, je pense, va être très importante pour sa carrière. Il fait partie de cette génération de mecs qui sont partis à l'étranger. Il va également apprendre la cascade là-bas. En 94, c'est une période assez importante dans sa carrière. Il faut bien se dire qu'il n'a que 24 ans, c'est quand même un petit jeune. Et pourtant, en 94, il collabore pour la première fois avec Steve Wang sur le film Guyver Dark Hero, donc Guyver 2. Steve Wang qui fera plus tard Kamen Rider Dragon Knight. Bon, bref, voilà. Il collabore avec lui, il est régleur cascade sur le film. La même année, en fait, il crée sa propre boîte, Alpha Stunt Production, donc une société de cascade, notamment avec Akihiro Noguchi, dont on vous a parlé. Le fameux comparse. Voilà. La même année, en fait, il va rejoindre les productions Saban, et c'est là où, en fait, il va commencer à réellement faire parler de lui, et que sa carrière, au niveau du tokusatsu et des assimilés, vont vraiment prendre de l'ampleur. Il est tout d'abord réalisateur de seconde équipe sur VR Troopers. Ça commence mal.
C'est lui qui signe les scènes les fameuses scènes de la Battle Grid. Les fameuses scènes voilà. Entre deux, Voilà. avec les costumes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que a posteriori, on voit quand même déjà quelques prémices au niveau des scènes de combat, notamment au niveau de certains plans débulés. On commence à voir déjà certains gimmicks. Surtout qu'il a fait ça avec 3 fois rien. Mais c'est ça. Avec 2 rochers en mousse et ouais. bon. Et quelque part, hein. cette collaboration lui permet en fait de remplacer le cascadeur Jeff Pruitt sur Power Rangers, puisqu'il commence à intégrer la coordination de cascade à partir de la saison 3 de Mighty Morphin. Oui. Et après, il va prendre beaucoup plus d'ampleur sur la série. Il va être producteur exécutif, il va être réalisateur, il va même faire des storyboards, notamment le final de In Space, c'est lui qui le storyboard en entier. Je suis pas étonné. Voilà. C'est un très bon final. Très bon final. Ça devient quelqu'un de très important et peut-être quelqu'un qui a, j'ai pas envie de dire donner ses lettres de noblesse parce que on n'est pas là pour en parler, pour juger de ça. Mais aux dernières saisons Saban, je veux dire de In Space à voilà, c'est là où en fait il y a une certaine équipe qui se crée et qui finalement ne bougera plus. Si In Space est l'une des meilleures saisons Power Rangers, Sentai ou pas Sentai, je pense qu'il y est pour beaucoup, on va dire. Par contre, là où sa carrière va un peu basculer, où il va revenir au Japon, c'est quand Power Rangers va commencer à être chez Disney, où là il va un peu se détacher. Il est toujours producteur exécutif, si tu veux, mais il va un peu... La transition va être smooth, mettre un peu les choses en retrait, et c'est là en fait où il va revenir au Japon, notamment avec... donc on en a parlé, Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend. 数万年の長きにわたり封印された暗黒のウルトラ戦士、光の国が生んだ最強最悪のウルトラマンベリアル、ウルトラマンベリアル。ウルトラ戦士の心をなくしたのか。心なんて何万年も前に捨てたよ。よみがえれ怪獣どもよ。ウルトラ戦士銀河をかけた戦い、光の国最後の希望、ウルトラマンゼロ、セブンの息子だ。そして全ての鍵を握る者、地球人のレイオニクス、レイ、あなたの力が必要なんです。その力とは怪獣との絆の力。今宇宙最大の危機が訪れようとしている。Peut-être un des meilleurs films Ultraman. C'est peut-être l'un des meilleurs films Ultraman de ces 5 dernières années, peut-être même The Best. Je trouve que c'est tellement génial, il a tellement apporté des choses nouvelles et tellement d'innovation. Le fait de mélanger comme ça les CGI parfaitement avec les effets spéciaux traditionnels, je trouve qu'il a poussé le truc à un niveau tellement haut, surtout garder cette frénésie d'action, tous ces Ultraman qui se battent ensemble contre Belial. Moi je trouve qu'à l'époque, quand j'ai vu ça il y a 4 ans, j'étais complètement soufflé de voir à quel point il a touché comme il faut, quoi. Et surtout, liberté dans le total dans les scènes d'action, c'est ça moi qui me tue. Et donc par la suite, il va intégrer Toei, enfin il va rejoindre Toei au poste de réalisateur, puisqu'il va notamment collaborer sur les films de Kamen Rider W, et Fusée, notamment. Et après, il commence à travailler sur le Sentai, notamment avec Gokaiger, Kyoryuger. Et surtout, il a fait ce qui, pour moi, est ce qui peut peut-être se faire de mieux aujourd'hui, je pense, à savoir les films Uchu Keiji. Ouais, enfin, le diptyque Charivan et Scheider. Les films sont géniaux, ça c'est clair. Voilà, c'était inespéré et c'est même étonnant. Petite préférence pour le Charivan, pour sa brutalité, pour ses twists. C'est même étonnant qu'il ait pu avoir autant de liberté, mais bon, on en reparlera de toute façon. ガキや女を誘拐しまくりゃ不死身の兵士が大量生産できるぜ。関さん、宇宙刑事シャリバン、フィーニー、宇宙刑事エステバン。我々が踏み込んだ時、ガイラは不自然なぐらい動揺していなかった。捜査情報が漏れていたのではないでしょうか。帰り、妙な動きするな。宇宙刑事ってなんだ。今のままではお前たちは本当の意味での宇宙刑事にはなれない。ママさんだってことだ。本当のスパイはまさか。関させよ、宇宙刑事サリバン、10月10日発売。
en 2015, il remet le couvert, puisqu'apparemment, il va être le réalisateur principal de Ninja, donc le nouveau Sentai à venir. Tout ce qu'on lui souhaite. Voilà. Et franchement, après des designs magnifiques et ça, on peut se dire que Ninja peut être un très bon retour aux sources. C'est clair. Moi, j'ai beaucoup hâte de voir son film Ultraman Gingaes The Movie, qui risque de promettre sévèrement hein, aussi. Il est encore aussi également revenu sur Ultraman. Sur Ultraman. Donc quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, il travaille sur la série sud-coréenne Gunblade, donc un espèce de mélange entre le tokusatsu et Iron Man. Et c'est là-dessus qu'on se laisse avec Sakamoto, puisqu'on vous propose de découvrir le trailer de cette série, qui, à mon avis, en verra du lourd. Et apparemment, la série serait exportable. En pole position pour arriver aux États-Unis et en Europe. Donc on croise les doigts. Donc voilà. Donc le trailer. Donc voilà, c'est la fin de l'année 2014 déjà, donc pour Tokuscope, voilà. Hein. La fin aussi, tranquille, avec un petit Sentai, petit Koichi Sakamoto, voilà, histoire de bien finir l'année pépère. Bah, écoutez, on vous remercie pour nous avoir soutenus durant cette deuxième année. Déjà deuxième année, hein, on a tenu le rythme hein, quand même, hein. Pas évident, mais on y est arrivé. On a réussi, voilà, pas mal de choses, hein, pas mal de satisfaction, pas mal de bienveillance cette année. Vis-à-vis des personnes qu'on a rencontrées, des personnes qu'on continue de suivre. Des émotions fortes mais contrastées en même temps. Donc on vous remercie toujours de votre soutien. On vous rappelle Ceux qui ne nous aiment pas, on vous remercie aussi, hein, c'est pas grave. Du moment que ça fait partie de nous, vous faites parler de nous, c'est pas grave. Donc on vous rappelle que Tokuscope c'est disponible sur iTunes, que c'est disponible sur Facebook. iTunes, il faut que je le mette à jour, attention. Voilà. T'as du boulot. Voilà. Alors Twitter, Facebook, le site Cinefeuz, la chaîne YouTube Cinefeuz et n'oubliez pas Tipeee. Oui, voilà, n'oubliez pas la page Tipeee de Cinefeuz. Hein, donc si vous voulez mettre des étrennes hein, pour Noël, pour Bacast, Cinefeuz et aussi Tokuscope, n'hésitez pas. Hein, écoutez, on prend. Voilà, même si c'est 1 €, c'est pas grave. Hein, c'est pour les étrennes du Père Noël. Qu'est-ce que tu vas faire là pour les vacances là, Je vais dormir. Et toi, tu fais quoi? Mais moi, faut. Ouais, parce que moi je veux partir quelques jours en Italie, là je pense que j'en ai besoin. Je pense que... Pour les vacances, pas pour professionnel. Pour les vacances. D'accord, pour les vacances. Peut-être un peu de boulot aussi, on verra. Bon bah écoutez, passez d'excellentes fêtes, surtout, amusez-vous bien, prenez soin de vous, surtout, hein, voilà. Mais j'espère que vous aurez plein de cadeaux aussi sous le sapin, plein de cadeaux liés au tokusatsu, hein, des exports japonais, ce genre de choses. Hein. Il faudra qu'on parle de jouets un peu l'année prochaine. Nous ne parlons que de cinéma. Donc en tout cas, prenez soin de vous, un joyeux Noël et surtout n'oubliez pas, transmutez-vous. I